Bon, on va commencer. Donc, merci à tous de participer à ce webinaire. Je pense qu'à la fin de la présentation de Mathieu Baquin, vous saurez tout sur les dispositifs d'aide publique à l'innovation. Ça y est, j'ai la pression. Ouais, tous les acronymes C2I, CIR et JUIR n'auront plus de secret pour vous. Donc Mathieu Baquin est le fondateur de Self on Innov, donc une plateforme qui va vous aider, enfin, qui aide les entreprises en tout cas à utiliser ces dispositifs. Mathieu est adhérent et partenaire du pôle, donc on le remercie d'avance pour cette intervention. Donc pendant que Mathieu présente, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Les réponses se feront à la fin de la présentation. Donc, on fera remonter vos questions à Mathieu qui essaiera d'y répondre. Donc, pour tous, donc, la présentation sera effectivement diffusée aux participants et les coordonnées de Mathieu seront dans cette présentation. Donc, vous pourrez le contacter après le webinaire si vous en avez besoin. Voilà, Mathieu, je te laisse la parole et je coupe mon micro. Très bien, merci beaucoup Evelyne. Bonjour à tous. Donc, nous allons parler en effet d'aide fiscale à l'innovation. Je vais commencer par me présenter Self on Innov en quelques mots. Donc, Self on Innov, ce n'est pas le 121e cabinet conseil en fiscalité de l'innovation, c'est la première plateforme SaaS dédiée au sujet. Ma volonté était de démocratiser le métier du conseil et démocratiser les 3 aides fiscales à l'innovation dont on allait parler, principalement donc pour les petites entreprises. Et donc, 4 ans après la création de l'entreprise, le pari est réussi puisqu'aujourd'hui, nous comptons près de 300 clients qui sont, pour leur grande majorité, des startups, TPE et PME. Le modèle, en fait, est assez simple. Je dirais, il tient dans le nom de l'entreprise, en tout cas dans la première partie, le self, puisque, je vous l'ai dit, on est la première plateforme SaaS. La démarche, en fait, elle est très simple. Il y a, dans ces dispositifs, je dirais, c'est truffé de subtilité. Vraiment, c'est truffé de subtilité, on pourrait dire de pièges. Mais par contre, c'est assez mécanique, c'est assez binaire. Et donc, on a pu développer une plateforme où nos clients peuvent monter leur dossier, réaliser à peu près 80% de la démarche par eux-mêmes. On a une équipe de 10 experts en parallèle qui viennent tout checker, tout vérifier. Et donc, forcément, en se partageant le travail, on réduit les coûts, on divise les coûts par 3 à peu près par rapport à un cabinet conseil traditionnel. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que ce que l'on propose, et nous sommes les seuls en France à le faire, on propose les tests. Alors, les tests sont disponibles à l'infini, hein, pas de souci. Et donc, ces tests sont gratuits et ils vous permettent de tester finalement l'éligibilité. Par exemple, au-delà de notre session aujourd'hui, vous avez en tête un projet de 2019, un projet 2020, un projet à venir en 2021, vous vous posez la question s'il est éligible plutôt au CIR ou plutôt au C2I. Vous m'avez bien écouté, mais peut-être que vous avez été un peu distrait, ou peut-être qu'il y a des spécificités de votre projet qui méritent de passer ce test-là. Il est gratuit en 5 minutes et vous pouvez également estimer les enjeux financiers. Voilà, ça c'est la partie gratuite. Ensuite, donc, on a 2 formules pour accompagner nos clients. La formule dite Self and Secure, qui est donc cette formule où on se partage le travail, qui est adoptée aujourd'hui par près de 75% de nos clients. C'est celle, effectivement, où c'est une formule que nous sommes les seuls à proposer. Hein. Nous avons innové dans le métier du conseil en financement de l'innovation. On est les seuls à proposer cette offre-là, mais on a quand même 20% de nos clients qui préfèrent, qui nous disent avoir la phobie administrative, par exemple, et qui préfèrent, dans ce cas, que l'on fonctionne comme un cabinet conseil traditionnel, que ce soit nous qui fassions l'essentiel des démarches. Voilà, et puis donc finalement sur notre plateforme et avec l'aide de notre équipe de 10 experts, nous préparons les déclarations de crédit d'impôt, les dossiers de rescrit, JEI, j'y reviendrai tout à l'heure. Et nous sécurisons tout ça ensemble. Alors, pour parler maintenant de nos 3 dispositifs, vous avez ici les données les plus récentes
concernant donc le nombre d'entreprises bénéficiaires en France de ces 3 dispositifs. Le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le statut de jeune entreprise innovante. Le dispositif le plus récent dans ce panorama, donc c'est celui du milieu, le crédit d'impôt innovation, qui a été créé suite à une action de lobbying de la CGPME il y a 7 ou 8 ans maintenant, pour justement créer un dispositif beaucoup plus fidèle, ou plutôt en tout cas beaucoup plus représentatif de ce qu'est l'innovation dans une petite entreprise. Tout le monde ne mène pas des travaux de recherche dans une petite entreprise. Par contre, beaucoup de PME développent des nouveaux produits ou des nouveaux logiciels. Et donc, le C2I a été créé. Malheureusement, c'est un dispositif dont les autorités, finalement, parlent très peu, qui est plus récent, bien sûr, dans le paysage. Et en tout cas, il est injustement méconnu. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il y a 95 000 TPE-PME qui passent à côté de ce crédit d'impôt innovation au moment où je vous parle. Alors, j'ai envie de dire, quand il n'y avait pas la crise, finalement, c'était peut-être pas si grave de passer à côté d'une aide comme celle-ci, puisque finalement, et ça s'entend, l'entreprise peut, si elle manque de temps, se concentrer plutôt sur ses clients, sur une levée de fonds, pourquoi pas, et dispose d'un peu moins de temps pour s'occuper de ces démarches-là. Aujourd'hui, on est en pleine crise. Je pense que la trésorerie de la majorité de nos entreprises est en souffrance. Et je pense que là, c'est plus le moment de passer à côté de ce dispositif du crédit d'impôt innovation. Donc, je vais y revenir assez en détail. Le statut de jeune entreprise innovante réservé aux entreprises de moins de 8 ans. Alors, j'espère, je ne vous vois pas, mais j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à faire cette tête-là. Mais c'est possible. Et je vous comprends si c'est le cas, parce que beaucoup de chefs d'entreprise savent qu'on a un maquis d'aides publiques en France. Elles sont à peu près 5 000. Les aides publiques disponibles dans tous les domaines, les aides à l'embauche, les aides à l'export. Et donc, c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a beaucoup d'aides qui sont des toutes petites aides, où il y a une démarche administrative à réaliser et où on se bat pour parfois pas grand-chose, ce qui peut parfois un petit peu décourager et dissuader de se pencher sur des nouvelles aides dont on apprend la connaissance, comme le crédit d'impôt innovation. Ce serait une mauvaise idée de voir ces 3 aides fiscales comme ça, puisque ce sont des aides généreuses. Ça fait partie des aides les plus généreuses, des aides publiques les plus généreuses en France. Le total du budget de ces 3 aides fiscales, c'est 7 milliards d'euros dans le budget de l'État. Et si on regarde maintenant nos clients, on a quand même maintenant un bon panorama au travers de nos 300 clients qui sont des TPE-PME. Ce qu'on observe, c'est que en moyenne, chaque année, donc nos clients, c'est des entreprises, le profil moyen, c'est une entreprise de 7-8 personnes. Et en moyenne, nous, ensemble, donc, nous montons ces déclarations et nous récupérons en moyenne 50 000 euros de crédit d'impôt recherche par an et 35 000 euros, ou plutôt 35 000 euros de crédit d'impôt innovation. Donc, vous le voyez, ce sont des aides réellement généreuses. Un autre point de repère pour fixer un petit peu les idées sur la générosité du dispositif, c'est de regarder pour une personne. Je prends donc un ou une ingénieure, rémunéré 35 000 euros bruts, qui passe l'essentiel de son temps sur des activités de R&D et d'innovation. Voici le montant des aides fiscales qu'on va pouvoir récupérer. Donc, si elle travaille plutôt à de la R&D, donc ce sera 20 000 euros de crédit d'impôt recherche. Si c'est plutôt du crédit d'impôt innovation, 13 000 euros de crédit d'impôt innovation. Et donc, on a également, pour les entreprises de moins de 8 ans qui font de la R&D, on y reviendra, il y a également des exonérations de charges. Donc là aussi, vous le voyez, si vous faites travailler un ingénieur ou un développeur ou un chercheur, on le voit bien, on le mesure à l'échelle d'une personne, l'importance de ces aides. Alors, la grande question, quel dispositif vous concerne? Est-ce que je fais plutôt de la R&D ou est-ce que je fais plutôt de l'innovation? Alors, la R&D, pour faire simple, il faut avoir, je dirais, en interne, un ingénieur ou bien un docteur en sciences dans l'équipe. Il faut engager ou avoir engagé des travaux où l'on avait au départ des incertitudes sur est-ce qu'on va y arriver ou pas. C'est donc lié bien sûr à l'existence de verrous technologiques, mais des incertitudes également sur la démarche
On sait comment partir, on ne sait pas forcément comment on va arriver. Il y a une démarche expérimentale qui s'engage, on apprend au fur et à mesure des travaux, des essais, on formule de nouvelles hypothèses et on emprunte une nouvelle direction et on avance comme ça progressivement. Voilà ce qui caractérise des travaux de recherche et développement. Il y a 2 aides fiscales à l'innovation qui viennent parmi les 3, donc qui sont dédiées aux entreprises qui font de la R&D. Donc, c'est le crédit d'impôt recherche et le statut de jeune entreprise innovante. De l'autre côté, pour les entreprises qui font de l'innovation, c'est le crédit d'impôt innovation qui va valoir. Donc, l'innovation, ici, l'État, finalement, se fiche de savoir si on est en train de révolutionner l'état de l'art mondial, si on est en train de développer des connaissances nouvelles. On peut très bien, finalement, techniquement, faire des choses assez basiques, assez classiques, j'ai envie de dire, intégrer des technologies sur étagère. Ce qui compte, c'est le résultat. Enfin, c'est d'y avoir passé du temps, enfin, d'y avoir consacré un budget. Mais ce qui compte ici, c'est le résultat. C'est pas l'état de l'art. Ici, c'est plutôt l'état du marché. Il faut travailler à la conception d'un produit ou d'un logiciel qui soit nouveau par rapport à la concurrence. On reviendra tout à l'heure dans les détails. Et ici, on peut valoriser, dans le calcul du crédit d'impôt innovation, une multitude de profils dans l'entreprise. Un responsable marketing, un juriste, un ouvrier dans l'atelier, à condition bien sûr qu'il participe aux travaux. On va pouvoir vraiment valoriser une multitude de profils. En tout cas, je reviens sur le statut de jeune entreprise innovante. Il y a souvent une confusion qui est faite et je pense que ça tient pas mal à l'acronyme JEI, comme innovation, qui peut laisser penser qu'une entreprise qui fait du C2I va pouvoir disposer du statut de jeune entreprise innovante. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est un faux ami, hein, le JEI. Il aurait certainement mieux valu appeler ce dispositif JER, mais enfin, en tout cas, maintenant, vous êtes avertis. Il fonctionne bien par 2, CIR et JEI d'un côté et crédit d'impôt innovation de l'autre. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, le crédit d'impôt recherche concerne toutes les entreprises. Hein. Bon nombre des entreprises du CAC 40 bénéficient en général de millions d'euros de crédit d'impôt recherche. Donc, ça concerne les activités de R&D. Mais donc, oui, je parlais des grandes entreprises, mais évidemment, toutes les entreprises peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche. Donc, 30%, c'est le taux du crédit d'impôt, et donc ça se déclare à la clôture de chaque exercice. Le crédit d'impôt innovation est un dispositif, je vous avais parlé tout à l'heure de la CGPME, c'est un dispositif qui a été réservé aux petites et moyennes entreprises. Et puis enfin, donc, le statut de jeune entreprise innovante est réservé donc, aux petites et moyennes entreprises de moins de 8 ans qui mènent des activités donc, de recherche et développement. Le JEI présente des avantages différents, donc ce n'est pas un crédit d'impôt, ce sont des exonérations de cotisations patronales. On a vu tout à l'heure les montants, c'est quand même pas négligeable. Et une exonération sur l'impôt sur les sociétés, sur le premier exercice bénéficiaire qui suivra l'obtention du statut de JEI. Une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pour le premier exercice bénéficiaire, donc ce qui est quand même considérable, et une exonération à 50% de l'exercice bénéficiaire qui suivra. Alors, je vais faire mentir Evelyne, je ne vais pas faire de vous des experts en crédit d'impôt recherche, en crédit d'impôt innovation, mais ce que je vais essayer de vous inculquer et puis surtout de l'appliquer finalement à vos projets et à votre activité, c'est finalement de vous demander, là comme cette personne à l'écran, si ça sent bon. Est-ce que a priori, les travaux que vous menez en interne, les projets que vous avez réalisés dans le passé ou vous allez engager à partir de 2021, est-ce qu'a priori ça sent bon? Est-ce que ça renifle le CIR ou le C2I? Alors, j'entends souvent ça lorsque j'échange avec des chefs d'entreprise ou des responsables techniques, des directeurs techniques en entreprise qui me disent ce qu'on fait, c'est pas de la R&D. Alors, ça peut être ces personnes-là qui vont me le dire. Alors, on va objectiver un petit peu. Alors, c'est vrai que parfois, on a des dirigeants qui font un excès d'humilité, qui disent oui, bon, on a avancé comme ça, on a tâtonné, on a eu une idée, bon, mais c'est pas de la R&D, on fait pas de la recherche chez nous. Donc, on va objectiver un petit peu ce sujet-là. Voilà, pas de fausse modestie. La recherche et développement, quels sont les signaux qui vont nous laisser penser, qui vont vous laisser penser que ce que vous faites, c'est bien la R&D.
D'abord, c'est effectivement un premier indicateur intéressant, c'est que si vous avez déposé un brevet ou si vous avez déjà fait une étude de brevetabilité, il y a de fortes chances que les travaux qui ont amené finalement à ce dépôt de brevet puissent être valorisés donc, au titre du crédit d'impôt recherche. L'obtention d'une aide publique à l'innovation, c'est également finalement un bon signal parce que ce soit BPI France ou le Conseil régional ou d'autres guichets d'aide publique à l'innovation, comme l'ADEME par exemple, vont également cherchent également à financer des projets où il y a des verrous technologiques, où il y a un effort de R&D à apporter. Donc, le brevet comme l'aide publique, ce n'est pas un indicateur qui suffit, mais encore une fois, si on a l'un de ces indicateurs-là, ça sent bon. Les travaux avec un laboratoire, si un laboratoire, j'ai envie de dire, accepte de travailler avec une entreprise, il y a de fortes chances qu'elle le fasse parce qu'elle espère développer des connaissances scientifiques nouvelles. Le recours à un thésard, un TESIF ou un docteur, que ce soit en interne ou en externalisé, c'est également un bon signal. Et puis, je dirais vraiment pour faire très très simple, faire intervenir dans ces travaux voilà, des ingénieurs ou des chercheurs, c'est tout simplement pour moi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut retenir, que ce soit CIR ou C2I. Une entreprise qui fait travailler, peu importe que ce soit en interne ou en externe, qui fait travailler à son projet un ou des ingénieurs ou chercheurs ou développeurs informatiques, il y a de fortes chances qu'on puisse aller récupérer du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation. Alors, voilà, j'ai un ami, Martin, qui m'a demandé, et puis j'ai été faible, j'ai succombé à sa demande, voilà, de diffuser son annonce. Hein, donc, il cherche, Martin, 29 ans, non pas fille, mais la boîte de ses rêves. Je voulais vous parler du statut de jeune docteur, hein, qui est lié au statut plutôt au crédit d'impôt recherche. Il y a une niche dans la niche. Hein. Le crédit d'impôt recherche, habituellement, effectivement, c'est 30% des dépenses. Lorsqu'on embauche, finalement, il y a une incitation des entreprises françaises à embaucher un jeune docteur. Alors, jeune docteur, c'est pas forcément l'âge qui prime, c'est est-ce que vous êtes la première entreprise privée à embaucher une personne titulaire d'une thèse de doctorat en CDI. Si c'est le cas, on rentre et on est parfaitement éligible donc à ce dispositif, hein, qui est une partie donc du crédit d'impôt recherche. Je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul, mais pour vous dire, si vous embauchez donc un jeune docteur qui consacre l'essentiel de son temps à des travaux de R&D éligibles au CIR, on va pouvoir récupérer en fait 120% de l'ensemble de son salaire plus charge. Donc, il vous rapporte même, s'il passe encore une fois 100% de son temps, ce qui n'est pas forcément évident, il peut travailler à d'autres choses dans l'entreprise. Mais en tout cas, c'est un dispositif excessivement généreux. Je peux vous dire que toutes les directions des ressources humaines des grands groupes sont parfaitement au courant de ce dispositif et privilégient le recrutement, quand ils le peuvent, de jeunes docteurs. Mais c'est souvent une information que n'ont pas les dirigeants TPE, PME. Et donc là, il y a un vrai manque à gagner. Donc, si vous avez sur une campagne d'embauche la possibilité effectivement d'embaucher un jeune docteur, il y a quand même voilà, pendant 2 ans un très très gros avantage. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, effectivement, le crédit d'impôt innovation, j'y reviens ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un dispositif largement méconnu et qui concerne aussi bien donc le développement de biens, je dirais, corporels ou de biens dits matériels, mais ça concerne tout autant le développement de logiciels et peu importe, j'ai envie de dire, sous quelle forme et sur quel support et mise à disposition ce logiciel. Ça peut être une web app, ça peut être une plateforme SaaS, ça peut être une app sur smartphone. J'ai envie de dire, peu importe le type de logiciel dont on parle. Ce qui compte ici, effectivement, c'est que votre innovation, enfin en tout cas le produit ou le logiciel que vous développez, il faut qu'il soit nouveau sur son marché, sur votre marché, le marché que vous connaissez, hein, le marché de niche que vous ciblez. Il faut effectivement qu'on ait un caractère de nouveauté et il y a 4 caractères de nouveauté possibles pour être éligible au crédit d'impôt innovation. On peut offrir une nouveauté technique. Alors, j'ai pris un exemple qui, moi, souvent, m'a prêté
m'a fait sourire, qui est le simple fait de rajouter une lame. Je pense qu'on conviendra tous que c'est pas une innovation de rupture. Pour autant, c'est bien une caractéristique technique nouvelle qu'on apporte par rapport au rasoir de l'année passée. Donc, à partir du moment où j'ai une caractéristique technique nouvelle que je peux mettre dans une fiche produit, typiquement, ou dans une fiche de produit ou de logiciel, peu importe. Hein, donc, on apporte une caractéristique technique nouvelle, peu importe si ça a été compliqué ou pas à développer, ça suffit à faire de ce produit un produit nouveau sur son marché et donc d'être éligible au crédit d'impôt innovation. L'éco-conception est un critère à lui seul qui permet également d'être éligible au crédit d'impôt innovation. Il ne s'agit pas forcément d'être le premier à avoir réalisé un produit par éco-conception. Ça peut être aussi d'avoir été plus loin dans l'éco-conception ou dans le cycle de vie du produit. Quelqu'un qui se serait contenté de substituer des fibres de verre par des fibres végétales, c'est bien. Celui qui irait par exemple plus loin et qui substituerait une matrice polymère d'origine pétrolière par une matrice polymère organique, pour réaliser une pièce de structure, on serait tout à fait éligible au crédit d'impôt innovation. L'ergonomie en soi est un critère de nouveauté par rapport au crédit d'impôt innovation. Peu importe d'ailleurs qu'on soit dans le B2B ou dans le B2C, hein, c'est vraiment, je vous ai pris des exemples qui parlent à tout le monde, hein, mais et puis enfin, j'ai envie de dire, il y a la nouveauté par le biais finalement des fonctionnalités. Donc c'est soit une fonctionnalité nouvelle pour un même logiciel ou pour un même produit, mais ça peut être également une combinaison de fonctionnalités originales. Je prends souvent l'exemple d'un CRM. Quelqu'un qui me dirait j'ai développé un nouveau CRM. Comme ça, a priori, on peut se dire que c'est pas innovant. Il existe déjà des centaines de CRM disponibles sur le marché. Oui, mais si il s'agit du premier CRM dédié à la profession, par exemple, du transport de fonds, et qui dispose d'une combinaison de fonctionnalités et d'une ergonomie très particulière, d'une sécurisation également qui rend son usage parfaitement adapté à ce métier, eh bien, effectivement, sur son marché, sur le marché de cette entreprise, on aura bel et bien un produit nouveau. Alors, pour la petite histoire, Self & Innov, nous avons développé la première plateforme SaaS dédiée aux aides fiscales à l'innovation. Nous touchons et nous faisons évoluer chaque année notre plateforme avec des nouvelles fonctionnalités. Chaque année, nous récupérons du crédit d'impôt innovation. Alors, que ce soit pour le CIR et le C2I, quels sont les principaux postes à retenir? Qu'est-ce qu'on peut valoriser comme dépenses? Donc, on en a parlé, effectivement, les salaires. C'est ce qui souvent constitue la plus grosse partie des sommes chez nos clients. Mais il y a également des dépenses externalisées, des dépenses auprès, donc ça peut être de laboratoires publics ou de centres de CRIT, par exemple, des structures donc, publiques ou parapubliques. Mais ça peut être également des organismes privés, quel que soit leur statut d'ailleurs. Ça peut être un auto-entrepreneur également. Donc, c'est possible d'externaliser une partie de ces travaux d'innovation ou de R&D, mais pour pouvoir les prendre en charge dans le calcul du CIR ou du C2I, il faudra absolument veiller à ce que l'entreprise en question dispose d'un agrément CIR ou d'un agrément crédit d'impôt innovation. Les frais de propriété industrielle, donc il s'agit du brevet principalement pour le crédit d'impôt recherche, et sur le crédit d'impôt innovation, on peut valoriser également la protection le dépôt de dessins et modèles. Et puis enfin, donc les dotations aux amortissements, donc pour ceux qui font de l'investissement, je sais pas, de matériel de laboratoire ou de matériel de production, mais qui peut servir par exemple à la réalisation de prototypes. Donc les dotations aux amortissements vont pouvoir également rentrer dans la valorisation du CIR comme du C2I. Je vous dispense des détails du calcul, et puis effectivement, ça reste un métier. Il y a pas mal de subtilités. Il y a des retraitements qui doivent être réalisés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le crédit d'impôt recherche, on va avoir, je dirais, un taux d'intervention à 30% et le crédit d'impôt innovation à 20%. Ça laisse penser que le crédit d'impôt recherche est plus généreux. C'est ce qui fait certainement que ce soit un dispositif dont on parle plus. Mais en réalité, parfois, le crédit d'impôt innovation, on arrive à des sommes du même niveau que le CIR, principalement grâce à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire sur le C2I, on va pas pouvoir valoriser
des personnes, quel que soit leur niveau de diplôme. Voilà, j'ai une personne qui est Bac-12, on s'en fiche. Elle a participé au montage en atelier d'une série de protos, elle a participé à des tests, c'est un autodidacte, très bien, on va valoriser ses temps passés. J'ai un juriste dans l'entreprise, des personnes du métier, des personnes en ressources humaines, peu importe, qui participent voilà, aux réunions, à l'idéation, au suivi des travaux, au suivi du cahier des charges fonctionnelles, à son évolution. C'est pareil, on va pouvoir valoriser leur temps passé. Et donc parfois, effectivement, sur des projets où on a valorisé des personnels assez variés, le crédit d'impôt innovation peut se retrouver être un dispositif aussi généreux que le crédit d'impôt recherche. Alors, certains auront reconnu le cri de Munch. C'est la tête que peuvent faire certains dirigeants ou les cauchemars que peuvent faire certains le soir concernant la peur du contrôle fiscal. Bon, c'est comme toute peur, j'ai envie de dire, pour lutter contre une peur, mais il faut rationaliser, il faut objectiver et il faut développer de la connaissance. Donc, concernant le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation, comment ça se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une procédure déclarative. On déclare dans un CERFA son crédit d'impôt recherche, simplement un montant, une somme. Donc, je vous l'ai dit, ça se fait au moment de la clôture des comptes, en même temps que le dépôt de l'alias fiscal. Donc, au départ, c'est purement déclaratif. Le boulanger du coin peut être très fier de sa nouvelle baguette spéciale avec des graines de lin et il peut très bien remplir un CERFA et déclarer du crédit d'impôt innovation. Bon, ça risque de pas très bien se passer en cas de demande de l'administration fiscale. Donc, cette demande, c'est vous recevez un courrier, vous avez un mois pour y répondre et on vous demande dans ce courrier d'apporter donc des réponses, 2 pièces justificatives en réalité, un dossier financier justificatif qui va expliquer quel personnel, quelles dépenses, quelles dotations aux amortissements vous avez retenu et comment vous avez réalisé le calcul. Donc, tous les clients qu'on accompagne, c'est simple, au moment où on déclare le crédit d'impôt, ce dossier financier justificatif est prêt. On est prêt à l'envoyer en cas de demande de l'administration fiscale. L'autre pièce qui est demandée, c'est une description, voilà, qui est un exercice particulier. On ne décrit pas des travaux de R&D comme on rédige une thèse. Il faut le bon niveau de synthèse. Donc ça, c'est notre métier de vous guider dans cette rédaction. Et donc, pareil, ce dossier technique justificatif est prêt dans les temps lorsqu'on accompagne nos clients pour répondre à l'administration fiscale. Donc, on envoie ces dossiers justificatifs. Notre expérience est que dans 98% des cas, les pièces que l'on envoie satisfont l'administration. Et dans 2% des cas, à peu près, le service des impôts a du mal finalement à juger la personne qui reçoit les pièces. Ce n'est pas un ingénieur ni un docteur. Et donc, il peut solliciter le soutien, en tout cas l'examen du dossier, souvent technique, par le ministère chargé de l'industrie et sa représentation sur le territoire, la directe, ou bien le ministère de la Recherche avec sa représentation sur le territoire, la D2RT. Eux vont rentrer dans le dossier et peuvent relayer des questions. Et donc, dans toutes les formules, quelle que soit la formule d'accompagnement qu'on propose à nos clients, nous, pendant toute la durée où vous pouvez être contrôlé, donc les 3 ans qui suivent la déclaration, nos experts élaborent les réponses aux questions de l'administration fiscale. Je dois vous dire que sur les 4 dernières années, on a dû avoir aujourd'hui au moins 70 ou 80 dossiers qui ont fait l'objet de demandes de l'administration fiscale. Et nous sommes aujourd'hui donc à 0 redressement et 0 € redressés. Donc tout simplement parce que voilà, si on travaille bien, si on déclare des activités, des activités réelles, bel et bien éligibles au CIR, au C2I, que les pièces justificatives sont prêtes, tout se passe bien. Alors, effectivement, on le sait bien, c'est l'approche des fêtes, c'est le moment de la magie de Noël. On sait bien que la vie commence par le passage d'une cigogne. Donc, la première année, le seul sujet qui concerne une entreprise, c'est le statut de jeune entreprise innovante. Le CIR-C2I, je vous l'ai dit, c'est suite à la première clôture de compte qui peut intervenir au bout d'1 an, mais parfois 23 mois sur un exercice rallongé. Donc, le statut de jeune entreprise innovante, c'est la première question qu'on doit se poser lorsqu'on voit le jour.
Le statut de JEI, effectivement, c'est un statut qu'on peut aller chercher jusqu'à la huitième bougie de l'entreprise. Un petit mot là-dessus, hein, je vais prendre l'exemple de Self&Innov, mais nous on a eu une stratégie de go-to-market, c'est-à-dire qu'on a développé une première version de plateforme parfaitement fonctionnelle, sans, j'ai envie de dire, chercher à révolutionner la techno avec de l'algorithmie finalement assez simple. Et donc, on a été éligible uniquement au crédit d'impôt innovation. 2 ans et demi après notre création, on a entrepris des travaux de recherche avec un laboratoire de l'Université de Bordeaux pour travailler en intelligence artificielle et en cognitique. Et donc, ces travaux de recherche et développement nous ont permis, 3 ans après la création, d'obtenir le statut de jeune entreprise innovante et de valoriser du crédit d'impôt recherche sur une partie de nos activités. Donc voilà, on peut devenir, on peut avoir des activités de R&D qui nous amènent à être JEI la 4e année de sa vie ou la 6e année de la vie de l'entreprise. À l'inverse, on peut avoir une activité de R&D éligible au JEI pendant les 3 premières années de sa vie, et puis ensuite, la R&D, je dirais vraiment, les travaux de R&D en tant que tels sont terminés, et on n'est plus sur des travaux voilà, de mise à jour ou bien sur un développement de produits matériels. C'est peut-être du perfectionnement, un petit peu de développement, de l'allègement de structure, des choses comme ça, mais finalement non plus des travaux de R&D. Voilà, et donc le CIR, C2I, ce sont des dispositifs par contre qu'on peut aller chercher tout au long de la vie de l'entreprise. Alors, une très bonne surprise possible pour ceux qui sont là et qui m'écoutent aujourd'hui, c'est vous avez peut-être finalement, vous êtes peut-être assis sans le savoir sur un trône paré de dorures, ou bien il y a une malle qui vous attend quelque part avec des jolis trésors. De quoi je parle? Je parle en fait de la rétroactivité de ces dispositifs. D'une certaine manière, en fait, il y a un droit à l'oubli. Vous pouvez découvrir avec moi aujourd'hui et puis de manière plus approfondie par un diagnostic d'éligibilité sur notre plateforme ou un échange avec moi suite à ce webinaire, vous pouvez découvrir finalement ce que vous ne saviez pas, à savoir que les activités que vous menez depuis, sur ces 3 dernières années sont en réalité éligibles au CIR ou éligibles au C2I. Ça tombe bien, on a le droit de se réveiller aujourd'hui et d'aller valoriser, récupérer du crédit d'impôt sur les 3 dernières années. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, 50 000 € par an en moyenne de CIR pour nos clients TPE-PME et 35 000 € sur du C2I, voilà, aujourd'hui, vous êtes peut-être assis sur ce montant-là, multiplié par 3, donc près de 100 000 €, près de 100 000 € de C2I et près de 150 000 € de CIR. C'est une situation qu'on rencontre très fréquemment chez Self&Innov, des entreprises qui découvrent ces dispositifs et qu'on accompagne d'emblée pour aller récupérer ces sommes-là. Voilà, donc j'arrive à la fin de la présentation. Merci à tous donc, de m'avoir suivi. Et puis, donc je suis là effectivement pour répondre à vos questions. Et puis surtout, vous voyez mes coordonnées là qui apparaissent. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon téléphone portable ou par mail si vous souhaitez. Évidemment, on ne va pas parler là de vos projets qui sont évidemment confidentiels. Mais si vous souhaitez effectivement en avoir le cœur net et avant d'engager toute démarche, voilà, je me tiens à votre disposition. Merci. Alors, je vais répondre dardard à la question de Patrick. Nous sommes basés où? Bien aujourd'hui, nous sommes dans le cloud grâce à la magie du confinement. Alors, plus sérieusement, en temps normal, on vient même d'ailleurs, on se déplace et on a des bureaux. Le siège est à Bordeaux, on a des bureaux également à Paris, prochainement donc à Montpellier. Et puis, pareil, en début d'année, nous ouvrirons également un bureau à Lyon. Mais sachez que voilà, donc on fait des visios pour le moment. Et puis, lorsque on pourra réellement déconfiner dans des bonnes conditions de sécurité, nous venons à la rencontre de nos clients où qu'ils se trouvent. On a vraiment des clients en France entière. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que tu vois les questions ou est-ce que tu veux que je les pose? Alors, j'en vois certaines apparaître dans le fil, mais par contre, je n'ai pas l'historique. Donc, je peux répondre à celles qui m'apparaissent maintenant. J'en vois une donc, sur effectivement les associations. Donc, on a des clients qui sont des associations.
et qui récupèrent du crédit d'impôt recherche. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais quand on est une association et qu'on mène des travaux éligibles au CIR, c'est un point qu'il faut examiner avec l'un de nos experts. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans ce cas, je vous invite simplement à rentrer en contact avec moi. C'est du cas par cas. Mais en tout cas, oui, je vous le confirme, certaines associations peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche. Alors, une question d'Yannick. Est-ce qu'un C2I prend aussi en charge les dépenses liées à des salaires en CDD? Tout à fait. On peut même valoriser des rémunérations d'apprentis et même de stagiaires. Peu importe finalement le statut dans l'entreprise. Je vois une question d'Agnès Gaillard. Le C2I est-il bien plafonné à 80 000 €? Oui, c'est ça. On peut au maximum, chaque année, attention, chaque année, on peut aller jusqu'à 80 000 € de crédit d'impôt innovation. On avait une question, Mathieu, pour alors, les DAP, mais je pense que c'est les dotations aux amortissements. Est-ce que cela marche aussi si on achète de l'équipement d'occasion pour en faire de nouvelles applications? C'est écrit DAP, mais oui. Je ne vois pas d'inconvénient. À partir du moment, ce qui compte, en fait, c'est que sur le plan comptable, ce soit un investissement qui va être mis en amortissement. Voilà, donc il faut que sur le plan comptable, il y ait cette réalité-là. C'est bien un achat d'équipement qu'on va placer en amortissement. Et puis, ce qui compte après, c'est l'usage de ce bien d'équipement, l'usage, une partie de son temps dédié à notre projet de CIR ou de C2I. J'ai une question là qui a été posée sur la rétroactivité du statut de jeune entreprise innovante, ou plutôt en tout cas des avantages liés au JEI. Alors, donc, en théorie, oui. Dans la pratique, il faut différencier de quelle rétroactivité on parle. Si on monte une demande de rescrit fiscal et qu'on obtient, donc ça c'est ces démarches qu'on réalise nous avec nos clients bien sûr, donc on monte un dossier de rescrit fiscal pour l'obtention du statut de JEI dans le courant de l'année 2021 et on obtient la validation de ce rescrit, admettons, je dis n'importe quoi, en novembre 2021. On va pouvoir se retourner vers l'URSSAF, fort de cette validation de l'administration fiscale, et obtenir de manière rétroactive les allégements de charges sur les personnels qui consacrent l'essentiel de leur temps en R&D. En théorie, c'est possible de revenir, de remonter, d'aller demander à l'URSSAF une rétroactivité sur l'année passée, à condition bien sûr que dans le rescrit fiscal, on ait décrit les activités de R&D de l'année passée. C'est quelque chose qu'on évite de faire parce que on rentre à ce moment-là dans des demandes qui ne plaisent pas beaucoup à l'URSSAF, de revenir sur une année précédente et sur d'interminables échanges et échanges de courriers. Et voilà, donc ça risque d'être compliqué. Donc une rétroactivité sur l'année en cours, sans problème. Au-delà de ça, très compliqué. Mathieu, je ne pense pas que tu aies répondu. On avait une question sur le doublement de l'abondement de certains laboratoires. Alors, ouais, pour l'instant, alors pour employer, donc pour être précis, et puis je vais donner un exemple. Effectivement, je fais travailler un prestataire privé, j'ai 100 000 € de facture sur des travaux, bien sûr, éligibles au CIR. Je vais récupérer 30 000 € de crédit d'impôt recherche. Si je fais travailler un laboratoire en 2020 ou sur les années précédentes, le taux du crédit d'impôt recherche est doublé. Donc, on passe à 60% de récupération des factures de l'organisme public. Il faut que vous sachiez que ce doublement vis-à-vis du CIR vis-à-vis des laboratoires publics est incertain désormais pour l'année 2021 et est en discussion actuellement. Donc on sera assez vite fixé, je pense, certainement en début d'année. Mais donc voilà, pour ce qui est du passé, 2020 inclus, on est bien effectivement sur un doublement du CIR, donc à 60%.
Pour poursuivre sur cette question, on a une question sur justement les labos étrangers. Est-ce que si on fait travailler un laboratoire étranger, est-ce que ça fonctionne toujours? Alors, ce que je ferai, Evelyne, je vais apporter un élément de réponse, mais je vais quand même prendre la peine, parce que là, on touche à des subtilités fiscales. Je vais quand même prendre la peine de vérifier ce que je vais dire maintenant auprès de l'un de mes associés et je te transmettrai la réponse, Evelyne, si tu voudras bien la diffuser. A priori, selon moi, la réponse est non. Un laboratoire étranger, on ne va pas pouvoir avoir un doublement du crédit d'impôt recherche. Par contre, pour quel que soit finalement l'organisme étranger qui travaille pour l'entreprise, dans les pays de l'Union européenne, un organisme de l'Union européenne peut faire une demande à l'État français, auprès de l'État français, d'un agrément CIR ou d'un agrément C2I, et qui permettra à l'entreprise française de récupérer 30% de ses factures ou 20% avec le C2I. Mais je me note de bien vérifier ce point. D'accord. On a aussi une question. Est-ce qu'une structure qui a le statut EPIC, donc établissement à caractère industriel et commercial, peut bénéficier du C2I? A priori, j'y vois pas d'inconvénient. Je pense que c'est pareil. Là, il faut bien regarder si on est soumis à l'IS, si on est bien sur une activité commerciale. Il y a quelques critères, on va dire, administrativo-juridiques à bien vérifier. Donc, ça sent bon, ça, j'en suis sûr, mais ça mérite d'être vérifié tout de même précisément. Tu peux préciser IS? Impôt sur les sociétés. D'accord. Il y a une autre question. Avez-vous entendu parler de l'IP-Box? Quel piège malgré ce peu de recul? Alors, donc nous accompagnons, alors j'ai une personne en tout cas dans l'équipe qui accompagne des clients sur l'IP-Box. C'est un dispositif complémentaire finalement qui vient compléter le paysage fiscal, des aides fiscales en France. Je ne parlerai pas de piège, mais il y a une démarche à engager. Bon, si vous voulez en savoir plus, là je suis pas la bonne personne, c'était pas l'ordre du jour de notre webinaire, mais par contre on a une personne ressource dans l'équipe, Amandine Pérou, qui est donc associée de Self-Innov, et je vois Martial Guesquière. N'hésitez pas donc à demander à Evelyne ou à me contacter directement, et puis on pourra étudier ça. On a une autre question. Qu'en est-il des travaux de R&D ou innovation sous-traités à des centres techniques agréés? Tout à l'heure, on a parlé des laboratoires. Là, les centres techniques industriels, c'est ça, comme le CSTB ou le CETIM. Le CETIM. Ouais. Donc oui, ces organismes-là, de la même manière que les CRT, donc sont pas des laboratoires de recherche publics, mais par contre n'ont pas besoin d'avoir un agrément CIR. Ils sont agréés d'office, les centres techniques industriels et les CRT. J'ai une autre question. Aidez-vous les entreprises à obtenir l'agrément CIR? Oui, ouais, ça fait partie effectivement de nos accompagnements. Pareil avec nos deux formules. On se partage le boulot et on est évidemment, on a une offre très compétitive, beaucoup plus qu'un cabinet conseil traditionnel où bien on fait tout le boulot. Je voulais vous dire que de la même manière, on a chez nous, voilà, dans notre culture, dans notre ADN, voilà, beaucoup de transparence. Et mon adage, je dis souvent, c'est donner pour recevoir sur la plateforme, de la même manière qu'on offre les tests d'éligibilité. Vous verrez que tous nos tarifs sont transparents, ils sont en ligne, donc y compris pour les montages d'agréments CIR et d'agréments C2I. Merci. J'ai une autre question, mais c'est une entreprise qui fait de la R&D et de l'innovation, peut-elle prétendre au CIR et au C2I? Donc, en gros, est-ce que c'est cumulable? Oui, tout à fait. Ouais. C'est notre cas, je le disais tout à l'heure, chez Self-Innov, c'est ce qu'on fait, en tout cas ces 2 dernières années. Il faut se reposer la question chaque année. Mais oui, en fait, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que en fait, ce n'est pas l'entreprise qui est éligible au CIR ou au C2I.
ce sont les projets, la nature des activités. Donc, sur une même année, je peux très bien travailler sur 3 projets. L'un qui est éligible à rien, un autre qui va être éligible au C2I et un autre projet qui sera éligible au CIR. Un autre cas de figure, je peux très bien avoir un même projet que l'on commence à un niveau de TRL très bas et qui va vraiment impliquer des travaux de R&D pendant les 3 premières années. Et puis ensuite, on arrive en 4e année, proche de la commercialisation, et on a une nature de travaux, cette fois-ci, qui relève plutôt du crédit d'impôt innovation. Alors, on a une question toujours sur le JEI. Oui. Si on monte a posteriori un dossier pour obtenir le statut JEI en 2021, peut-on montrer qu'on l'était en 2020 et être exonéré sur le résultat? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Effectivement, c'est possible de récupérer auprès de l'URSSAF. Ce qui compte, en fait, c'est ce qu'on va décrire dans le dossier de rescrit JEI. Donc, pour récupérer des allègements de charges sur l'année 2020, il va falloir décrire dans le dossier de rescrit JEI qu'il va falloir parler des activités de R&D de l'année 2020. Voilà, si l'administration fiscale confirme que la R&D qu'on a décrite est bel et bien éligible au statut de JEI sur 2020, mais également sur 2021, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour aller récupérer des allègements de charges. Maintenant, je vous le disais tout à l'heure, la démarche est très facile. L'URSSAF ne bronche pas lorsqu'on fait une demande de remboursement d'allègement de charges quand on remonte jusqu'au 1er janvier de l'année en cours. Quand on demande sur l'année passée, voilà, il faut s'armer de patience. Normalement, on arrive à aboutir, mais en tout cas, plus vite le statut JEI. Si on peut déposer le rescrit JEI avant la fin de l'année, c'est tout à fait possible. Nous, pour des clients pressés, on arrive à monter ça à partir du moment où on se retrousse les manches en self-and-secure sur une démarche où on se partage le boulot. S'il y a déjà de la documentation en place, ça peut être l'affaire de 15 jours. Ça peut être vraiment rapide. Ce serait bien de pouvoir le déposer avant la fin de l'année. A priori, on a fait le tour de pas mal de questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres encore. Je pense qu'on a pu faire le tour de toutes les questions. En tout cas, celles qui étaient posées sur le forum. Il me reste à te remercier, Mathieu, pour ton intervention. Donc, comme vous avez compris, n'hésitez pas à contacter soit Mathieu Baquin, soit moi-même. Je transférerai ensuite à Mathieu si besoin. Donc, on vous enverra la présentation et éventuellement les liens sur les documents en ligne pour éventuellement faire un test d'éligibilité ou aller plus loin dans la démarche de mieux comprendre ces dispositifs d'aide à l'innovation. Merci à tous. Merci à tous, merci pour votre attention et puis voilà, au plaisir de poursuivre les échanges, n'hésitez surtout pas. Et bonne fête de fin d'année. Merci, au revoir. Au revoir, merci.